Bruxelles. Les chefs d'État des pays membres de l'Union se réunissent une fois de plus à l'occasion d'un sommet consacré cette fois au budget européen. Le Premier ministre britannique David Cameron, qui avait bloqué des décisions cruciales lors des sommets précédents, est attendu avec une certaine fébrilité. Nous ne sommes pas contents du tout. Et nous allons tout faire pour mettre à l'abri les contribuables britanniques et européens. Et pour conserver la ristourne budgétaire. La Grande-Bretagne bénéficie d'un traitement spécial au sein de l'Union. On lui accorde une ristourne au budget communautaire. On lui permet de revenir sur certains accords juridiques et, pourtant, elle continue à refuser d'adopter l'euro. Pourquoi au juste reste-t-elle dans l'Union, se demandent les Européens. Au Daily Express, nous sommes d'avis que la Grande-Bretagne a fait une erreur en adhérant à l'Union et qu'elle devrait en sortir au plus vite. Nous cautionnons de ce fait l'idée d'un référendum. Les citoyens britanniques prennent la démocratie très au sérieux. Or, ils ont l'impression que la majorité des lois qui affectent l'économie et le peuple britannique viennent de Bruxelles et non de Westminster, et sont donc le résultat de décisions prises par des gens qui ne sont pas directement élus. Et ça ne leur plaît pas du tout. L'Angleterre à l'automne 2012. Nous voici à Birmingham, où un lobby conservateur organise un congrès anti-européen. La seule et unique question à l'ordre du jour, comment la Grande-Bretagne peut-elle quitter l'Union? Un sujet qui taraude particulièrement les personnes d'un certain âge. Que pensez-vous de l'Union? Qu'il faut en sortir maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Rien. Je suis au chômage. Je ne peux pas créer mon business. Ils ont introduit une nouvelle TVA, la pire des taxes qui ait jamais été inventée. Et chaque pays fixe les taux qui lui chantent. Le congrès est organisé par le Bruges Group, un groupe de pression qui finance ses actions en vendant des livres et tente d'influencer la politique britannique en matière d'Union européenne depuis plus de 20 ans. Le Bruges Group a été créé en 1988 suite au discours de Margaret Thatcher à Bruges, dans lequel elle exposait sa vision de l'Europe. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with the European superstate exercising a new dominance from Brussels. Certainly we want to see Europe more united and with a greater sense of common purpose. But it must be in a way which preserves the different traditions, parliamentary powers and sense of national pride. Les choses n'ont pas évolué comme elle l'entendait. Et le Bruges Group, comme un certain nombre d'autres formations britanniques, est très sceptique vis-à-vis de l'Europe. Nous n'aimons pas la direction qu'elle prend et nous souhaitons que la Grande-Bretagne se retire de l'Union. Le Bruges Group, qu'on a longtemps considéré comme une bande d'illuminés, commence à être pris davantage au sérieux au sein de la scène politique. Des économistes de renom, des députés et même un ancien ministre ont accepté d'intervenir à son congrès. Now is the hour. Now is the moment when we need a government who will stand up in Brussels and say that we cannot conceivably join your political union and your currency union and your fiscal union. The direct cost, what we pay each year to the European Union, it's really 1% of GDP. Today, it's about £15 billion, and that could be saved straight away if we left the European Union. Don't have any illusions about what's going on here. This is an attempt to create a United States of Europe. You've had Barroso just a few days ago saying exactly that. To withdraw is, to that extent, like the southern states leaving the United States of America. Don't have any, civil war. Don't have any illusions about what's going on. Il n'y a pas que des conservateurs parmi les intervenants. Gisela Stewart, d'origine allemande, est un membre éminent du Parti travailliste. Elle s'intéresse de près à la politique européenne de gestion de la crise de la dette dans des pays comme la Grèce ou l'Italie. En ce moment, les gouvernements démocratiques de certains pays comme la Grèce et l'Italie sont dissous
est remplacé par des technocrates qui imposent leurs décisions. Ils se justifient en disant que les électeurs ne leur permettent pas de faire ce qu'ils jugent bon de faire. Ce qui revient à renier la démocratie. Et selon moi, cette attitude est impardonnable. C'est le gros problème de l'Union européenne. Une zone industrielle en périphérie de Birmingham. Nous nous rendons au siège d'un nouveau parti appelé We Demand a Referendum. Nous demandons un référendum. Ce parti défend l'idée qu'il revient aux citoyens britanniques de décider si leur État doit ou non rester dans l'Union. C'est la base de son programme. Première étape, collecter les signatures. 160 000 Britanniques ont déjà signé et beaucoup envoient des chèques ou des billets pour soutenir la lutte. Ce nouveau parti a été fondé par la députée européenne Nikki Sinclair. Elle, qu'on ne prenait pas très au sérieux à ses débuts, peut se vanter d'avoir de plus en plus d'influence aujourd'hui. Les Britanniques sont des gens très confiants, mais si on les pousse à bout, ils se rebellent. Et l'histoire a montré que lorsque nous nous rebellons, nous gagnons. La Grande-Bretagne est entrée dans le marché commun en 1973. Depuis, de nombreux traités ont été signés et la méfiance des Britanniques n'a cessé d'augmenter. Quand je parle avec les gens des Midlands de l'Ouest et de tout le Royaume-Uni, je comprends qu'ils en ont plus qu'assez de ce débat. Ça fait 25 ans, voire 30 ans qu'il dure. C'est pour ça que je propose un débat national. Et si la majorité des citoyens de ce pays s'expriment en faveur d'un engagement européen total, très bien, je m'inclinerai. Mais le fait est que le peuple britannique n'a jamais pu s'exprimer sur la question, et notamment les moins de 55 ans. C'est pour ça que je mène cette grande campagne. Nikki Sinclair a créé son propre parti afin de pouvoir proposer des candidats dans les circonscriptions électorales les plus âprement disputées. Son objectif, faire perdre des voix aux Tories, les conservateurs, qui dominent actuellement la politique britannique. La balle est dans le camp de David Cameron. S'il organise un référendum d'ici le 1er janvier 2014 sur la sortie ou non de l'Union, on ne participera même pas aux élections. Dans le cas contraire, on essaiera de gagner des sièges afin de pouvoir peser sur les décisions politiques. On pourrait voir ça comme du chantage. Ce n'est pas pire que ce que l'Europe a fait en poussant nos responsables politiques à ne pas écouter leurs électeurs. Or, ils ont le devoir d'agir en fonction du mandat qui leur est donné. Le peuple britannique n'a jamais donné mandat au gouvernement pour qu'il implique la Grande-Bretagne dans le projet européen. Il a été pris en otage et placé de force sous la coupe de l'Union. Et la prise d'otage est un crime bien pire que le chantage. Le lendemain, le congrès du Parti conservateur a lieu à Birmingham. Les Tories sont au pouvoir depuis 2010, année où leur chef de file, David Cameron, a été nommé Premier ministre. Bien qu'il ait toujours critiqué l'Union européenne, il n'a jamais réellement envisagé d'en sortir. Il se contente de promettre de renégocier les relations de la Grande-Bretagne avec l'Europe. Qu'en disent les membres de son parti? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'Union européenne? Le fait de pouvoir circuler librement. Alors vous voulez rester dans l'Union? Je n'ai pas dit ça. C'est une bonne chose, mais non. Je crois que l'Europe n'est avantageuse ni pour l'Allemagne ni pour le Royaume-Uni. Beaucoup de gens comptent sur eux pour arranger leurs affaires. Vous êtes pour le référendum? Oui. Et les Allemands devraient faire pareil. Selon vous, c'est une mauvaise affaire pour la Grande-Bretagne de rester dans l'Union? Oui, c'est ruineux et ça ne nous sert à rien. On peut rester amis. Sous la pression des nombreux anti-européens de son parti, David Cameron s'efforce de faire figure d'homme fort à Bruxelles. Last December, I was at a European Council in Brussels. It was 3 in the morning, and there was a treaty on the table that was not in Britain's interests. And there were 25 people around that table telling me to sign it. But I did something that no other British leader has ever done before. I said no, Britain comes first, and I vetoed that EU treaty. Malgré sa fermeté vis-à-vis de l'Union, la cote de David Cameron est en baisse. Le parti indépendantiste UKIP, United Kingdom Independent Party, gagne sans cesse en popularité. Selon les sondages, alors qu'il recueillait tout juste 1% des suffrages à ses débuts, il serait devenu la 3e force du pays,
Son leader, Nigel Farage, siège au Parlement européen. Ses discours ont beaucoup de succès sur YouTube. Who's in charge out of you lot? Well, of course, the answer is none of you, because none of you have been elected, none of you actually have any democratic legitimacy for the roles that you currently hold within this crisis. And into this vacuum, albeit reluctantly, has stepped Angela Merkel. And we are now living in a German-dominated Europe. Something that the European project was actually supposed to stop. Something that those that went before us actually paid a heavy price in blood to prevent. I don't want to live in a German-dominated Europe, and nor do the citizens of Europe. Nigel Farage, un ancien broker de 48 ans, est aujourd'hui l'un des anti-européens les plus influents d'Angleterre. Nous avons rendez-vous avec lui à Londres. Peu avant notre entrevue, une incroyable nouvelle lui parvient. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. C'est un coup dur pour le leader de l'UKIP qui réagit au quart de tour. Est-ce qu'ils peuvent me rappeler? Le temps presse. Merci. Dernièrement, sur nos écrans de télé, on a vu le déchaînement de violence qu'a provoqué la visite d'Angela Merkel à Athènes, entre cocktails Molotov et uniformes nazis. On vit dans une Europe qui est maintenant scindée en deux. Le nord et le sud de la zone euro ne peuvent plus se supporter. En tant qu'eurodéputé, Nigel Farage a un bureau dans la Maison de l'Europe londonienne. Entouré de représentants de la Commission et du Parlement européen, il ne rate pas une occasion de critiquer l'Union. Son agressivité légendaire le rend impopulaire dans toute l'Europe. Un grand magazine allemand vous a décrit comme l'un des hommes les plus dangereux d'Europe. Est-ce que je dois avoir peur de vous en tant que ressortissant allemand? Vous avez toutes les raisons d'avoir peur de moi si vous êtes employé par les institutions de l'Union européenne, parce que je voudrais tous vous virer. Par contre, est-ce que vous devez avoir peur de moi en tant qu'Allemand? Je ne crois pas, non. Je suis marié à une Allemande, après tout, et je veux vivre dans une Europe où des nations souveraines et démocratiques font des affaires ensemble. J'aime l'Europe, bien sûr. Il faudrait être idiot pour ne pas l'aimer. C'est donc aux institutions de l'Union que s'en prend Nigel Farage, et surtout à la Commission. Elle est trop grande, trop chère, trop puissante, et il l'accuse de vouloir supprimer les États-nations. C'est contre cette menace que son pays doit se protéger, avant qu'il ne soit trop tard. Well, here it is, Mr. Barroso. Here it is. And that flag has represented liberal democracy far more than any other member state of this European Union, and it will go on long after your star-spangled banner has disappeared. Thank you. Next speech. J'ai l'impression que beaucoup de Britanniques pensent que l'Union européenne étant actuellement faible, la Grande-Bretagne se retrouve en position de force et doit en profiter pour renégocier ses liens avec l'Union. Est-ce que c'est vrai? Non, absolument pas. Au contraire, ce que j'ai pu voir au Parlement européen dernièrement, c'est de l'hostilité et de la haine envers la Grande-Bretagne venant de tous les bords. De l'hostilité parce qu'ils savent qu'on ne les suivra pas dans leur projet ridicule d'union fédérale. Et de la haine, de la méfiance et de l'antipathie vis-à-vis de notre modèle capitaliste anglo-saxon. Ils nous détestent. Des gens comme Martin Schulz adoreraient voir couler la City. Den Nationalismus in diesem Hause propagieren diejenigen, die ihre Flaggen auf ihre Sitze stellen, ihren Nationalismus hier zu dokumentieren. Soweit ich weiß, gehören Sie auch dazu. Das Wort hat der Kollege Brok. Das Wort hat der Kollege Brok. Setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich hin. Récemment, j'ai mis la main sur un rapport très intéressant qui révèle que l'an dernier, au Conseil européen, presque toutes les propositions avec lesquelles la Grande-Bretagne n'était pas d'accord ont été approuvées. Il semble donc que notre statut, notre place, notre influence au sein de l'Union européenne soit plus insignifiante que jamais.
Et si on va vers une union fédérale encore plus puissante, on risque fort d'être totalement relégué à l'arrière-plan. On deviendra l'État Cendrillon, la bonne à tout faire qui est bien utile, mais qu'on n'invite pas au bal. Angela Merkel se rend au Parlement européen. Ce jour-là, Nigel Farage se permet de lui donner un conseil devant l'Assemblée plénière, sachant qu'elle a rendez-vous avec David Cameron le soir même. Good afternoon, everybody. Chancellor Merkel. So you're off to Downing Street to negotiate the EU budget with David Cameron. Wouldn't it be better, Chancellor, tonight, if you went to Downing Street and said to Mr. Cameron, look, this simply doesn't work anymore. It really is time that the United Kingdom left the European Union. He hasn't got the courage to say it himself, but if you said it to him, it might have an impact. I mean, all I'm suggesting, Chancellor, is that we have a simple, amicable divorce, and then we'll all get on much better in the future. Il fut un temps, nous avions des représentants des partis nationalistes écossais et irlandais à Westminster au sein du Parlement britannique. Eux, ils voulaient sortir du Royaume-Uni. Vous voyez que je ne réclame rien d'extraordinaire, mais j'avoue qu'il est assez amusant que je me retrouve moi-même non seulement dans ce bâtiment à discuter avec vous, mais aussi au premier rang à Strasbourg à la tête d'un groupe parlementaire européen. Quel savoureux paradoxe. Je suis l'ennemi de l'intérieur. La Maison de l'Europe de Londres, ambassade de l'Union européenne au Royaume-Uni. Nous y rencontrons un ancien diplomate anglais de l'Union, Jonathan Shield, qui s'est battu ici même des années durant pour le projet européen. Ce bâtiment a été le QG du Parti conservateur pendant de nombreuses années, et c'est à cette fenêtre que Margaret Thatcher a fait signe de la main à chaque élection qu'elle a remportée. Le Parti conservateur a ensuite vendu le bâtiment à l'Union européenne. Margaret Thatcher incarne l'attitude ambivalente de nombreux Britanniques vis-à-vis de l'Europe. En début de carrière, elle s'est battue pour le marché unique. En 1975, elle a même appelé les Britanniques à voter en faveur du maintien du Royaume-Uni dans la CE. Mais finalement, elle a dû démissionner de ses fonctions pour avoir mené un combat trop véhément contre l'euro. Order. The Prime Minister. What a good idea. I hadn't thought of it. But if I were, there'd be no European Central Bank accountable to no one, least of all to national parliaments. Because the point of that kind of European Central Bank is no democracy, taking powers away from every single parliament and being able to have a single currency and a monetary policy and an interest rates which takes all political power away from us. As my right honourable friend said in his first speech, after the proposal of a single currency is about the politics of Europe. It is about a federal Europe by the back door. Les arguments de Margaret Thatcher sont encore ceux de nombreux Britanniques aujourd'hui. Pourquoi rejettent-ils si catégoriquement l'idée d'un État fédéral européen? Pourquoi sont-ils tellement convaincus que leur pays s'en sortira mieux seul? L'Angleterre n'a pas été envahie depuis 950 ans. Elle n'a jamais vécu d'occupation ni aucune forme de totalitarisme. En cela, elle diffère de tous les autres pays européens, car elle n'a pas été confrontée à la nécessité de faire des compromis. Les Anglais n'ont donc jamais été amenés à comprendre l'importance des compromis. Ils ont des positions très tranchées, c'est tout noir ou tout blanc. Cette attitude est caractéristique du système politique britannique et est bien sûr source de conflits. Depuis que l'espace économique européen est en crise, l'Union est devenue la tête de turc des médias britanniques. De nombreux journaux conservateurs la présentent comme l'ennemi public numéro 1 qu'il s'agit de combattre par tous les moyens.
C'est facile de se servir de l'Union européenne comme bouc émissaire, étant donné qu'en ce moment, elle ne nous apporte pas la prospérité. Or, c'est précisément sa raison d'être. Alors d'ici à ce que la croissance reparte en Europe, l'Union sera perçue comme une institution qui a failli à sa mission. Quand je suis entré en fonction en 2010, j'ai dit que mon but était, sinon de faire aimer l'Union européenne au peuple britannique, au moins de faire en sorte qu'il la rejette pour les bonnes raisons. Mais je n'ai pas réussi. De nombreux Britanniques voient l'Union et toute sa bureaucratie comme une structure impénétrable. À leurs yeux, ces rencontres à n'en plus finir sont autant de temps perdu. L'euroscepticisme ambiant a poussé David Cameron à opposer son veto à toute modification du traité de l'Union européenne en décembre 2011, refusant ainsi de renoncer aux privilèges accordés à son pays, malgré la crise. Avant même son adhésion à l'Union, et jusqu'à tout récemment, le gouvernement britannique voulait participer à toutes les discussions concernant l'Union européenne. Mais les choses ont changé, surtout depuis décembre 2011. L'attitude du gouvernement actuel consiste à dire « Réglez vos problèmes tout seul, on ne veut pas y être mêlé ». C'est le plus grand changement qu'il y ait eu dans la politique britannique. Lors de ce sommet, David Cameron a mis son veto au pacte de stabilité européen qui prévoit entre autres de renforcer la régulation des marchés financiers. Ce faisant, il a été le premier chef de gouvernement britannique à faire échouer un traité européen. Comment envisage-t-il la poursuite des relations entre l'Angleterre et l'Europe? Nous l'ignorons encore. Je n'ai encore entendu personne proposer une solution moins mauvaise dans ce pays. L'Union n'est peut-être pas idéale, mais c'est, disons, la moins pire des solutions. Bien avant le veto historique de David Cameron, cette solution ne convenait déjà plus à un certain nombre de députés conservateurs. C'est sous leur pression qu'un débat sur l'Europe a été organisé à la Chambre des communes avec pour objectif affiché d'appeler à un référendum. Mr. Speaker, we always have to be careful of whether we listen to the vocal minority or the silent majority. I believe on this issue we should listen to the majority of the British people who clearly want a referendum. The EU has actually created a situation in which it is actually damaging our own economy. That is the problem. That is the reversal of the situation. With this massive over-regulation, £8 billion a year, according to the British Chamber of Commerce, in over-regulation over the last 20 years in this country alone. And we should also note that with the financial crisis, we cannot solve our financial crisis until we have freed ourselves from the yoke of European regulation. I think in terms of just democracy and having trust in the people, given that we all go around saying we do that, you vote for the motion tonight because, quite frankly, if politicians don't trust the people, why on earth should the people trust the politicians? The ayes to the right, 111. The noes to the left, 483. So the noes have it. The noes have it. La motion est rejetée. Le fait qu'une centaine de Tories aient voté pour montre à quel point le parti est divisé. Tant que le référendum sur la sortie ou non de l'Union n'aura pas été approuvé, le Premier ministre est condamné à nager entre deux eaux. Le problème avec les référendums, c'est qu'ils peuvent se transformer en vote contre le gouvernement. C'est très difficile à gérer. La dernière chose que voudrait le gouvernement, c'est que le référendum se solde par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Beaucoup d'investisseurs étrangers au Royaume-Uni doivent être horrifiés à cette idée. David Cameron se retrouve face à un sérieux dilemme. D'un côté, il doit tâcher de satisfaire les rebelles de son parti. De l'autre, il ne souhaite pas sortir de l'Union, mais il ne veut pas le dire ouvertement de peur d'effrayer les électeurs. L'idée de quitter l'Union européenne a toujours été considérée par les trois principaux partis politiques comme totalement folle. Et je ne vois pas le Parlement britannique voter pour, ni aujourd'hui, ni dans les 30 ou 40 ans qui viennent. La Grande-Bretagne est divisée face à la question européenne. 57% des Britanniques souhaitent que leur pays sorte de l'Union. Le Premier ministre David Cameron n'a pas de position claire. Les élites, elles, veulent rester dans l'Union, de même que la majorité absolue des parlementaires, même si beaucoup de leurs électeurs en ont assez de l'Europe.
C'est ainsi qu'a été lancée l'opération People's Pledge, littéralement l'engagement du peuple. En organisant des consultations populaires dans tout le pays, ces initiateurs mènent une campagne engagée dans le but d'obliger le gouvernement à organiser un référendum. L'opération est financée par des dons. Les Britanniques, bien qu'ils passent leur temps à réclamer un référendum, n'ont pas utilisé leur bulletin de vote pour chercher à influencer les élus en période d'élection. On essaie donc de convaincre les électeurs qui souhaitent vraiment un référendum de donner leur voix aux hommes politiques qui s'engageront dans ce sens. Les organisateurs du People's Pledge ciblent des circonscriptions électorales bien précises. Plus de 100 000 Britanniques ont déjà signé leur formulaire d'engagement. Nous sommes allés à Manchester, dans les deux circonscriptions libérales-démocrates de Cheadle et Hazel Grove, où il s'est avéré que respectivement 86 et 87% des votants voulaient un référendum. Les résultats des sondages réalisés dans les autres circonscriptions sont tout aussi nets. Pourquoi les Britanniques sont-ils de plus en plus nombreux à souhaiter un référendum ou carrément la sortie de l'Europe? Que s'est-il donc passé ces derniers mois? Tout est lié à la crise de la zone euro et au fait que l'Union européenne va devoir conclure de nouveaux traités en vue de créer un système de gouvernement européen basé à Bruxelles, qui sera bien entendu fortement influencé par Berlin en matière de politique économique. Si bien qu'il sera désormais impossible pour des pays comme la Grande-Bretagne, le Danemark ou la Suède d'avoir un pied dans l'Union et un autre en dehors. Il va falloir prendre une décision capitale. Doit-on accepter d'être complètement gouverné par Bruxelles et Berlin, ou doit-on choisir d'être une nation indépendante qui coopère et entretient des relations commerciales avec les pays de l'Union européenne, mais qui prend ses propres décisions par l'intermédiaire de ses représentants élus? Avec la multiplication des traités, on se dirige vers la centralisation du pouvoir à Bruxelles. Alors nous disons au peuple britannique, que ça vous plaise ou non, le système politique vous appartient. On a mené une guerre civile pour établir la primauté du Parlement sur la monarchie. Alors maintenant, il est temps de prendre votre destin en main. La Grande-Bretagne doit-elle faire partie intégrante de l'Union européenne? La réponse à cette question scellera le destin du pays. C'est bien l'avis d'une personnalité politique de premier plan, celui qu'un journal allemand a appelé le dernier Européen de Londres, l'ex-premier ministre Tony Blair. Nous devons absolument arrêter de nous faire des illusions, et notamment de croire qu'en sortant de l'Europe, nous rendrions notre pays plus attractif aux yeux de pays comme la Chine et l'Inde. Bien au contraire, ils ne nous verraient plus comme un pays apte à accueillir leurs investissements européens. Nous nous retirerions ainsi de plein gré de la plus grande union politique et économique du monde. Récemment, Tony Blair a affirmé qu'il était plus difficile de négocier le budget européen que de rétablir la paix en Irlande du Nord. Il n'en reste pas moins convaincu que la seule solution viable pour son pays est de rester dans l'Europe. La logique sur laquelle s'est fondée l'Europe n'a plus cours. Pour la génération de mon père, qui a fait la guerre sur le territoire européen, il s'agissait, après la Seconde Guerre mondiale, de mettre un terme à des siècles de conflits. Aujourd'hui, c'est différent. Il s'agit pour des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni d'asseoir leur puissance économique et politique dans un monde où la Chine et l'Inde dépassent le milliard d'habitants. La Grande-Bretagne n'est plus une puissance mondiale, et qu'ils le veuillent ou non, les Britanniques doivent l'accepter, selon Tony Blair. Il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est une formidable opportunité pour nous.
Nous avons la langue anglaise, notre culture et nos grandes entreprises britanniques. Avec tout ça, nous pouvons tout à fait prospérer dans le monde d'aujourd'hui. Mais on n'y réussira pas en vivant dans le passé. Nous devons honorer notre passé, mais le laisser derrière nous. Les pays qui vivent dans le passé ne peuvent que sombrer. Tony Blair a souvent été invité aux assemblées du Parlement européen où il s'est livré plus d'une fois à des joutes oratoires avec Nigel Farage, comme en 2005. Your only real achievement is that Britain is now isolated, alienated. We are completely alone within the European Union. Which is why. Well, thank you very much, all of you. Right. Let me just tell you, sir, and your colleagues, you sit with our country's flag, you do not represent our country's interests. Les membres de l'UKIP ont un franc-parler qui peut amuser les gens et les inciter à se rallier à leur cause. Ils ont créé une sorte de mode, très bien. Mais il s'agit maintenant de se préoccuper sérieusement de l'avenir de la Grande-Bretagne, du pays et de sa place dans le monde. Alors je crains que ce ne soit plus une question de mode. Le peuple britannique n'est pas fou. Il saura aborder le problème comme il se doit. C'est pourquoi je ne crois pas que l'euroscepticisme l'emportera. Un dimanche matin, dans une banlieue londonienne. C'est l'heure de l'office. Dans cette église anglicane, prêche loin de la City, l'aumônier de la Bourse de Londres, le révérend Peter Mullen. Pour lui, les bureaucrates européens ne sont qu'une bande d'impies. Et on ne leur doit certainement pas la paix qui règne en Europe. Ils prétendent s'intéresser à l'histoire alors qu'ils la renient. Ou comme George Orwell l'aurait peut-être dit, ils la réécrivent à leur convenance de manière à pouvoir créer leur super-État laïque. Quand le mur de Berlin est tombé en 1989, mon ami Charles Hubert Sisson, un grand poète britannique, m'a appelé et m'a dit « Peter, on vient de démanteler un régime totalitaire à l'Est. Pourquoi tient-on tant à en construire un autre à l'Ouest ?» Vous dites que l'Union européenne est totalitaire? Oui, absolument. Ils rejettent toutes les lois que notre Parlement essaie de faire passer. On n'a pas le droit de pêcher où on veut. On doit fixer le montant de nos taxes en fonction de ce que décide l'Union européenne. On n'a pratiquement plus aucune souveraineté nationale. Quelle est la force de votre pays? Le fait que nous réussissions toujours à nous sortir d'embarras in extremis, juste avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez peut-être entendu parler d'un poète anglais nommé Chesterton, qui a écrit un joli poème sur le tempérament anglais, où il dit « Souriez-nous, payez-nous et passez. Mais ne nous oubliez pas tout à fait, car nous sommes le peuple d'Angleterre qui jamais encore n'a parlé. » Nous allons à présent dans le nord de l'Angleterre, à Manchester, berceau du capitalisme. Cette ville de 500 000 habitants est particulièrement marquée par la récession qui frappe l'Angleterre depuis 2009. Nous nous sommes entretenus avec Schneur Otze, un juif orthodoxe membre de l'UKIP et conseiller municipal bénévole. Même si mon travail n'a rien à voir avec la politique, je m'y intéresse de près. Je ne veux pas changer le monde, mais ça m'a vraiment perturbé quand j'ai réalisé que quoi qu'on fasse, quel que soit le parti pour lequel on vote en Angleterre, au final ça n'a aucune importance. C'est l'Union européenne qui nous dicte ce qu'on doit faire. Alors si on veut une vraie démocratie, la seule option c'est de sortir de l'Union. Schneur Otze se plaint que l'Union européenne s'immisce dans son quotidien, notamment en interdisant certains rituels juifs. Pour la communauté juive d'Angleterre, l'Union européenne représente une énorme menace. L'abattage rituel des animaux, la circoncision, tout ça l'Europe l'interdit. En réalité, ces rituels, certes fortement contestés, ne sont pas interdits. D'ailleurs, l'Europe ne réussit que très rarement à imposer ses vues en Grande-Bretagne, bien qu'elle ait beaucoup aidé certaines régions du pays.
Elle a entre autres choses financé des projets d'aménagement de voiries à Manchester où l'argent se fait rare. La ville lui doit par exemple ce trottoir flambant neuf. Si l'Union européenne dispensait une formation dans le domaine de la haute technologie, mettons à 1000 personnes, on en parlerait peut-être dans les journaux. Mais ça ne toucherait pas grand monde en fin de compte. Ce serait une manœuvre purement politique. Les dirigeants politiques aiment bien couper des rubans et si personne n'en profite vraiment, peu importe. Ce qui compte, c'est d'en avoir tiré un peu de gloire. Schneur-Hodze et l'UKIP, le parti indépendantiste, ont une explication simple à la crise que traverse leur pays. L'Union européenne est responsable de tout, y compris des difficultés économiques que connaît Manchester. Et le message fait mouche. Aux prochaines élections européennes de 2014, l'UKIP pourrait bien gagner. J'en suis même sûr et certain. Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais l'histoire le montre. Ce genre de situation entraîne souvent un vote de protestation. Et toutes les conditions sont réunies pour que ces élections tiennent lieu de référendum. Auquel cas l'UKIP pourrait obtenir 40 à 50% des votes. Les sondages le confirment, les prochaines élections européennes pourraient bel et bien faire de l'UKIP la force politique dominante, ce qui lui permettrait de combattre encore plus efficacement l'Europe de l'intérieur. Nous arrivons à Tottenham, dans le nord de Londres. Ici aussi, on voit bien que l'hostilité envers l'Europe sert à détourner l'attention des problèmes du pays. Mais toute l'ampleur du marasme social est apparue au grand jour dans cette banlieue londonienne au cours de l'été 2011. Plusieurs jours durant, Tottenham et d'autres points chauds du pays ont été secoués par de violentes émeutes. Des rues entières étaient en flammes. Les incendies ont détruit des magasins. Un jeune homme a même succombé sous la balle d'un policier. Cet été particulièrement agité occupe encore les esprits aujourd'hui. Les manifestations ont dépassé en violence celles qui ont ébranlé le sud de l'Europe. Tottenham est une banlieue très pauvre. Les problèmes auxquels la Grèce et l'Espagne sont confrontés, on les connaît depuis des années ici. Il y a quelque chose comme 7 personnes sur 10 au chômage. Se préoccupe-t-on de l'Europe dans une banlieue peuplée majoritairement d'immigrés? Souhaite-t-on ici aussi un référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union? Il y a tellement à faire. On n'a ni le temps ni l'envie de penser à un référendum. Je viens de demander à un collègue ce qu'il en pensait et il a répondu qu'à son avis, on n'avait pas d'argent à perdre dans un référendum. La Grande-Bretagne est historiquement ancrée dans l'Europe depuis l'époque romaine. Alors vouloir l'en séparer, non. Culturellement et technologiquement, c'est impensable. On vit dans un marché mondial. Ce qu'il faudrait faire, c'est redresser le secteur industriel. On a perdu pas mal de nos industries et on n'utilise pas les jeunes et leurs compétences en technologie et en informatique pour créer de nouveaux produits. On ne peut quand même pas se reposer seulement sur le système bancaire. En gros, les banques, elles prennent l'argent et elles l'investissent pour réaliser des profits. Mais il n'y a qu'un petit nombre de gens qui peuvent faire ça sur la planète. Les masses n'ont pas ce privilège. C'est à la City qu'on décide de ce qui est le mieux pour l'économie de l'Angleterre. La City est la place financière la plus importante au monde avec Wall Street. Entre emprunts d'État, actions et autres produits financiers, 2000 milliards d'euros sont brassés ici chaque jour. Le secteur de la finance n'a cessé de croître ces dernières années, tandis que celui de l'industrie se contractait. Et si les banques et les grands groupes financiers ont un champ d'action mondial, leur marché le plus important reste l'Union européenne. La crise de l'euro n'arrange donc pas leurs affaires. C'est pourquoi d'éminents économistes anglais tels que Roger Bootle s'immiscent dans le débat sur l'euro, bien que la Grande-Bretagne ne fasse pas partie de l'Union monétaire. Un paradoxe typiquement britannique. Je crois que l'euro est une partie du problème et non pas la solution. Quand on a compris ça, c'est-à-dire les principes économiques de base, on ne craint plus la sortie de l'Europe, on l'attend avec impatience. Et que devrait faire l'Allemagne? Dans un monde idéal, l'Allemagne devrait sortir de la zone euro et former une union monétaire avec les pays culturellement et économiquement taillés pour ça.
Comment un pays peut-il concrètement sortir de l'euro? C'est la question que s'est posée Roger Bootle. Avec son équipe, il a passé en revue tous les scénarios possibles. Il en est résulté une sorte de guide pratique qui a valu à son entreprise de remporter le prix Wolfson de l'économie, parrainé par Lord Wolfson, une récompense qui se monte à 250 000 livres sterling. Selon l'analyse de Roger Bootle, s'affranchir de la monnaie unique est possible, mais à une condition, celle de ne rien divulguer au public. Si les gens apprenaient que la Grèce sortait de la zone euro et dévaluait sa monnaie et faisait faillite par la même occasion, cela engendrerait des fuites massives de capitaux. Tous les actifs grecs seraient bradés, les gens retireraient leur argent des banques grecques et l'argent viendrait principalement alimenter le système bancaire allemand. Les banques seraient alors au bord de la faillite et tout le système pourrait s'effondrer. On ne peut pas permettre ça. Les lois du marché ne seraient donc pas compatibles avec la démocratie? Maintenir les citoyens dans l'ignorance pour permettre à un pays de quitter l'union monétaire est peut-être une solution acceptable pour un économiste tel que Roger Bootle, mais elle est inconcevable pour de nombreux États membres. En Allemagne et en France aussi, je crois, on a trop tendance à estimer que l'opinion des marchés, quelle qu'elle soit, est totalement infondée, ou qu'on peut l'ignorer, l'éliminer, la détourner, alors que dans la tradition anglo-saxonne, on part du principe que les fluctuations des marchés sont révélatrices. Les gens ne réagissent pas sans raison. Quand ils retirent en masse d'énormes sommes d'argent des banques grecques, italiennes ou espagnoles, on ne peut pas considérer ça comme de la pure spéculation et l'ignorer. Ils protègent leurs intérêts. C'est un peu comme s'ils votaient, et à bien des égards, ce genre d'opération a plus de poids que le simple fait de glisser un bulletin de vote dans une urne. Ça s'appelle préserver sa santé financière et celle de sa famille. Nous nous rendons au pays de Galles. Près de Cardiff, nous sommes invités chez un homme qui avait fut un temps le même genre de pensée radicale que Roger Bootle. Aujourd'hui, il observe le secteur tout-puissant de la finance d'un œil très critique. Geraint Anderson, d'origine galloise, a longtemps travaillé à Londres comme analyste financier. Qu'a-t-il à nous dire sur la City et sa position vis-à-vis de l'Europe? Je me souviens bien de ce qu'il disait quand j'ai commencé à travailler à la City en 1996. L'Europe est sur nos talons. Elle essaie continuellement de récupérer nos clients. Paris, Francfort, Milan, Madrid, ils sont tous contre nous. À les en croire, c'était un monde de loups. Et il fallait tout faire pour arrêter ces salauds qui nous volaient. Et toutes les réglementations européennes étaient faites pour amoindrir notre puissance et faire capoter une bonne partie de nos affaires. Je suis pro-européen, mais je pense qu'il y a bel et bien une part de vérité dans cette théorie du complot. Geraint Anderson a écrit un livre où il explique comment les brokers et boursicoteurs britanniques, les City Boys, s'y prennent pour gagner des sommes mirobolantes. Ils basent leur stratégie sur une vision du monde des plus simples. Le marché a toujours raison. Ce que veulent les gens de la City, c'est très simple, que le gouvernement et l'Europe les laissent tranquilles. Ils veulent une diminution radicale des taxes et des réglementations et sont convaincus que leurs affaires repartiront. C'est pourquoi ils font pression sans discontinuer sur les instances européennes. Les anciens collègues de Geraint Anderson, comme de nombreux Britanniques, ne veulent rester dans l'Union que pour la contrôler en bloquant tout le système. Mais encore une fois, pourquoi cette conviction que le Royaume-Uni s'en sortirait mieux seul? Il faut bien comprendre qu'on est un peuple insulaire. Au début des années 70, Charles de Gaulle s'est d'ailleurs opposé de ce fait même à notre entrée dans la communauté européenne, en décrétant que nous ne serions jamais vraiment européens. Et en effet, beaucoup de Britanniques voient les continentaux comme des étrangers qui veulent leur nuire. On a eu des soucis avec les Allemands, avec les Français, les Espagnols. C'est pourquoi les gens pensent qu'on a intérêt à agir en solitaire. C'est une idée fortement ancrée dans la culture britannique. Il y a une énorme différence entre la façon dont les Européens nous perçoivent et la façon dont nous nous percevons. Les Européens nous voient probablement comme des hooligans ou des touristes qui passent leur temps sur la plage à boire de la bière dès 11 h du matin. Le problème, c'est que nous nous voyons comme un peuple noble, intègre, civilisé, intelligent, qui sait maîtriser ses émotions, et ainsi de suite. Mais il faut bien reconnaître que les choses ont changé ces dernières années, avec les émeutes de 2011, le scandale des notes de frais des parlementaires, les scandales de la presse, de la police, bref, on sent là les prémices d'une crise identitaire.
Quel impact cette crise identitaire a-t-elle sur les relations des Britanniques avec l'Union européenne? Allons maintenant à Cambridge rencontrer Peter Hitchens, dont les chroniques rassemblent chaque dimanche plus de 4 millions de lecteurs. D'après lui, la Seconde Guerre mondiale joue encore un rôle déterminant dans l'image que les Britanniques ont d'eux-mêmes. C'est notre mythe national. L'idée d'avoir gagné la guerre est presque une religion dans ce pays. On croit en la victoire de 1945. Mais en réalité, après 1941, la guerre a été menée par l'Union soviétique et les États-Unis, et nous n'étions plus qu'une puissance mineure dans le conflit. La guerre dans laquelle nous nous sommes engagés en 1939, nous l'avons perdue en 1940. Mais grâce à cette chose merveilleuse qu'est la Manche, et je remercie Dieu chaque jour de l'avoir mise là, nous n'avons été ni occupés, ni soumis. Nous avons pu rester un pays indépendant. Nous avons subi de gros dégâts, mais nous avons conservé notre fierté. En 1973, cette nation si fière adhère de son plein gré à la communauté européenne. Comment se fait-il que le gouvernement d'Edward Heath ait alors accepté de déléguer à Bruxelles une partie de la souveraineté britannique? C'est nous qui avons voulu à tout prix faire partie de ce club, qui ne tenait pas particulièrement à ce qu'on se joigne à lui. Et quand on est en position de faiblesse à la table des négociations, il y a de fortes chances pour qu'on se fasse avoir. C'était un mauvais départ. Et pour quiconque s'y entend suffisamment en politique, il était clair que cela impliquait un sacrifice majeur et irréversible, celui de la souveraineté. Mais les politiques qui soutenaient le projet, Edward Heath en tête, avaient tendance à le nier, car ça revenait à annoncer au peuple que c'était la fin de notre indépendance nationale. Et comme un éminent travailliste, Hugh Gaitskell l'a si bien dit, la fin de 1000 ans d'histoire. Regardez Londres, on dirait la capitale prestigieuse d'une grande puissance. Nous avons un parlement magnifique, mais en réalité, derrière cette façade somptueuse, on ne fait qu'approuver sans discussion des lois européennes. On dirait un parlement d'empire, et pourtant non, ce n'est plus qu'un petit parlement de province. Si l'Union européenne nous avait envahis, on aurait résisté. On se serait battu, le sang aurait coulé. Mais comme la prise de contrôle s'est faite par l'intermédiaire d'immenses piles de dossiers, personne ne l'a remarqué. Comme un coup d'État? Comme un coup d'État au ralenti. L'Europe est en train de devenir pacifiquement, sans brutalité, ni barbarie, ni destruction, un empire allemand. Un nouveau type d'empire. Bismarck a dit un jour que si l'Allemagne voulait faire quelque chose de spectaculairement égoïste, elle devait le faire au nom de l'Europe. Je trouve que c'était finement pensé à l'époque, et que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on annonçait la couleur en révélant la volonté de domination de l'Allemagne sur l'Europe, les gens protesteraient. Mais tant qu'on véhicule une fiction polie qui présente l'Allemagne comme un pays sympathique, sans importance ni ambition particulière, qui ne cherche pas à étendre son pouvoir économique, politique ou diplomatique sur tout le continent, tout va bien. Si ce que dit Peter Hitchens est vrai, quelle marge de manœuvre reste-t-il à David Cameron? Quelle stratégie doit-il adopter? Il n'existe que deux positions rationnelles et cohérentes vis-à-vis de l'Union européenne. Soit on veut en faire partie en tant que membre enthousiaste et déterminé, soit on veut en sortir. Il n'y a pas de troisième voie. Être eurosceptique, c'est se plaindre constamment des inconvénients d'en être membre, sans pour autant vouloir partir. Position tout à fait stérile. Et c'est celle qu'adopte le Parti conservateur depuis 20 ans. Il est temps qu'il se décide, mais il ne le fera pas. Il y a plus de chances que les responsables politiques du continent se lassent de perdre du temps et viennent nous supplier de partir, en nous proposant un marché, en nous disant « Tenez, vous pouvez faire ça, ça et ça. On vous fiche la paix avec les quotas de pêche. Mais partez, arrêtez de faire capoter toutes nos conférences. Ça, c'est mon plus grand espoir. Je n'attends rien des élus britanniques. » Good afternoon. The Council has ended without agreement on the future of the EU budget.
The proposal on the table was not one I was prepared to accept, nor a number of other countries either. Fin du sommet de novembre 2012 sur le budget européen. David Cameron a mis son veto. Aucun accord n'a pu être trouvé. Cameron est rentré en criant victoire. J'ai envie de dire très bien, monsieur le Premier ministre, mais on paye toujours 53 millions de livres par jour pour avoir le droit d'être membre de l'Union. Et 60% des Britanniques en ont assez. C'est comme ça, et il n'y peut rien. Tant que David Cameron n'aura pas de position claire vis-à-vis de l'Europe, les anti-européens rassemblés autour de Nigel Farage mèneront la danse. Chaque jour, l'appel au référendum sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union se fait plus pressant.